De la sémantique. Bon matin. L'usage d'une langue orale ou écrite nécessite, dans les préceptes de la communication, un ou une locutrice et un auditoire, récepteur du message. Des mots font peur, d'autres t'amènent à la douceur, mais à l'heure où l'élite fait son beurre sur notre malheur, il est à présent temps de cultiver des fleurs, en ouvrant nos cœurs. Cela aura déjà été mentionné auparavant. Il ne s'agit pas de remettre la faute sur quiconque. C'est bien plus complexe que cela, et demande une certaine ouverture. Parmi la foule d'individus qui dans la vie nous sommes amenés à rencontrer, une de ces personnes, qui eut étudié en marketing, avait un jour fait un exercice montrant qu'avec une quarantaine de mots, peu importe leur ordre, cela en vient à former un discours politique. Je lui aussi mentionné le sophisme, qui apparaît il y a plus de 1500 ans à Athènes, fut instauré en une période de crise, poussant donc à l'évolution, et consistait, comme le dit l'étymologie, en des raisonnements trompeurs, mensongers. Cela en vint à être restauré, comme la propagande au début du XXe siècle, sous l'égide de Woodrow Wilson, dans un premier temps. Le langage oral ou écrit a une force que l'on sous-estime probablement. Étant le premier élément composant la culture, il définit la manière dont on s'exprime, avec quelles émotions, selon quel vocabulaire et champ lexical. C'est à ce jour l'élite oligarque qui en contrôle les codes, avec par exemple l'adaptation au changement climatique, le pragmatisme économique, la croissance verte, travail et productivité, fierté, etc. De l'autre côté de l'échiquier, figurent des individus qui cherchent à se réapproprier le langage aussi, avec, pour exemple, la décroissance, le progressisme, la radicalité, et autres. Pourtant, bien de ces éléments, comme vous pouvez vous en douter, ne veulent ultimement rien dire. Ils seraient avant tout des manières de détourner notre attention et rester en contrôle de la machine capitaliste, plus ou moins consciemment, et avec parfois des intentions pouvant être louables au départ, sauf qu'en bout de ligne, elles se laissent s'emporter par leur pensée immédiate. De ces expressions ou mots, certains seront ici brièvement traités, notamment la fameuse adaptation au changement climatique, la croissance et son antonyme, le progressisme, le travail et la radicalité. D'autres, parmi ceux-là également, seront davantage développés dans des textes qui leur seront réservés, comme la croissance, verte ou non, la décroissance, l'économie, le travail, ou encore la radicalité. L'adaptation au changement climatique, forme de langage que se sont accaparées les élites en cette période de bouleversements divers et variés, nous montre au grand jour qu'elles n'ont pas l'intention de réformer ce système capitaliste mortifère, mais de le maintenir en place, en mettant l'emphase sur notre adaptation au problème que le capitalisme lui-même a provoqué dans une large mesure, en osant remettre en question ce qu'ils appellent croissance, la rendant seulement plus verte. Il s'agit pourtant bel et bien d'individus, formant une mince minorité, qui se meuvent derrière cette entité qui en soi n'existe pas, en s'en accaparant le langage ensuite transmis aux populations dans l'espace dit démocratique, par leurs projets et instances médiatiques, qui ne font que nous ralentir dans nos projets d'émancipation du vivant et des collectivités humaines. Déméter, nom grec de la déesse qui deviendra Cérès pour les Romains, aura donné son nom à ce que l'on nomme à ce jour croissance, associé à la vie et l'agriculture, du latin crescere, la croissance est donc la vie, par un projet qui au départ en est l'antithèse, soit l'agriculture, un projet de domestication et d'annihilation du vivant pour lui donner une fonction autre, qui servira uniquement à une espèce, la nôtre. Le mot croissance, causant la mort, est ainsi plus qu'inapproprié et participe à une forme de propagande qui continue de se transmettre en l'ère moderne. Son antonyme, la décroissance, émerge dans les années 1970 avec le penseur André Gortz, et le terme n'est pas pris dans son sens littéral, état de ce qui décroît, c'est-à-dire qui diminue. Il s'agit plutôt de s'opposer à la croissance économique, en tant que but à suivre ou indicateur de bien-être. Pourtant,
l'on va voir plus loin, si ce n'est déjà fait pour vous, que ce concept, à suivre comme un indicateur en opposition à un phénomène inexistant, est désuet. L'économie, comme la vaste majorité des mots que l'on emploie à ce jour encore, nous vient du grec et est un mot composé. Éco, c'est la maison, qui peut être prise de sa plus petite forme, environnement immédiat que l'on habite seul, en famille ou entre amis, ou bien de sa forme la plus large, la planète que l'on habite, sans frontières, hormis naturelles, montagnes, déserts, cours d'eau, et qui n'appartient à personne, pas plus à une espèce qu'une autre. Nomi, c'est l'administration, autrement dit se mettre au service de, issu du mot ministre, minus, serviteur. L'économie, littéralement, c'est donc le fait de se mettre au service de la maison, l'opposé de ce que font pourtant les économistes modernes, qui ont fait de ce domaine une science dès le XVIIIe siècle avec Adam Smith, comme le décrit bien Hannah Arendt dans Conditions de l'homme moderne. L'économie appartient ainsi à toutes et tous, et non à une frange d'individus qui n'y comprennent que sa forme la plus moderne, avec tous ses concepts inventés, inflation, récession, etc. Apparu suite à des révolutions que l'on qualifie de fondatrices, alors qu'ayant accentué l'asservissement des mondes humains et naturels, le droit au travail est un retour civilisationnel dantesque. Le travail, issu du tripalium, instrument de torture antique, est un élément dont il faudrait que nous nous débarrassions plus vite. Travailler, c'est donner de son temps des capitalistes qui s'engraissent sur notre dos et participent à notre asservissement généralisé en tant qu'espèce dominant en apparence le monde naturel. Le positif, dans le travail, est plus que limité, participe à la domestication, à la compétition malsaine et à la destruction globalisée, avec les pays du Sud travaillant à leurs dépens pour le Nord global, société de services. À la place, nous devrions œuvrer, qui pourrait signifier participer en tant qu'individu unique arborant des différences au bien-être de la communauté, de la plus petite à la plus grande échelle, en mettant de l'avant nos droits et principes écologiques humains, avec une planification à court, moyen et long terme. La radicalité fait référence à ce qui touche à la racine. Or, ce mot peut susciter des craintes, et est encore à ce jour associé à l'extrémisme. Elle est pourtant bienvenue et nécessaire, entre autres dans l'écologie révolutionnaire, car il ne s'agit pas d'apposer certains pansements à des endroits bien définis, mais d'en retourner aux racines, à la source, en considérant que ce système est incompétent à l'heure actuelle et qu'il nous faut donc mettre de l'avant cette radicalité comme un moyen d'en revenir à la base pour permettre un épanouissement à ce jour et demain pour les 7 générations à venir. En conclusion, ne nous laissons pas dicter notre conduite par le langage que l'élite s'est octroyé comme un moyen de se préserver. En faisant clairement, depuis plus de 2 siècles, du populisme, prenant les mots qui émergent de la base pour se les réapproprier et en pervertir le sens, rendant les mots vides, et dont il nous faudrait nous saisir dès à présent pour permettre à des révolutions populaires, sans effusion de sang, de voir le jour. L'avenir se bâtit dès à présent. À nous de nous en saisir quand leur manœuvre transpire à l'hypocrisie, le délire et la maladresse. Merci et à bientôt.